l'erreur qui est souvent faite, c'est de dire, ben mon Dieu, ça va me prendre 150 000 de salaire, puis je suis en business. Ben Moi, là, oui, ça mais- marche, mes affaires. Si vous êtes jeune, que vous avez de l'ambition et que vous aimez la restauration, cet épisode du podcast est fait pour vous parce que moi et Sam, on reçoit un restaurateur qui est établi dans la province, Laurent Proulx. Salut Laurent. Salut, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Ça va bien, merci. Je suis très content. En fait, on est très content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. C'est ça, il y a quelques années, tu as décidé de te lancer en restauration. Pourquoi? Ben, en fait, chez nous, c'est une affaire de famille. Là. Mes parents étaient restaurateurs pendant plus de 25 ans, presque 30. Alors, c'est un milieu que je connais bien. Puis, ça me passionnait. Fait que j'ai décidé de prendre la relève de l'entreprise familiale puis d'essayer de l'amener ailleurs, de la faire grandir. Fait que je suis là-dessus à temps plein depuis 6 ans maintenant. Ouais, puis tu as une couple de restaurants aussi. C'est quel genre de restaurant? La plupart, c'est des restaurants familiales, là, de type assez généraliste où on peut déjeuner, dîner, là, en semaine avec un menu du jour, puis en soirée avec une table d'hôte. C'est quoi le prix de l'assiette moyen, à peu près? Ça tourne entre 18 et 22 $. Pour souper, mettons? Pour souper, menu du jour, menu du jour avec soupe, dessert, café, est autour de 13,25 $. OK, fait que super abordable. On peut sortir là, ça it doesn't break the bank, comme on dit. Et voilà. Puis pourquoi tu as décidé d'investir dans des restaurants familiaux? C'est-tu par choix ou juste par hasard à la base? Ben, c'est parce que celui de mes parents en était un. Donc, c'est un segment de marché que je connais bien. C'est-à-dire la clientèle type qui fréquente ces restaurants-là. Vu que j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler pour mes parents, c'est une clientèle qu'on connaît bien. Il y a aussi des raisons de pouvoir d'achat, là, dans le sens où plus on s'élargit de façon horizontale, plus les achats se recoupent finalement. Donc, on prend du pouvoir d'achat dans certains aliments. Puis, à la limite, pour l'échange de main-d'œuvre aussi. Tu sais, quand tu peux prêter un cuisinier d'un restaurant à l'autre, puisque les menus se ressemblent, ça avait une bonne valeur également. T'es capable de faire ça? T'as des exemples des employés à un restaurant qui t'envoient dans d'autres restaurants, tout simplement? Oui, dans la saison des remplacements de vacances, là, les endroits Ça, c'est cool. C'est un bel avantage que les, vous avez. les endroits, il y a des échanges de staff qui se font, là. C'est fréquent, là. Puis là, aujourd'hui, le but, David, on va parler de comment on fait pour s'enrichir en restauration. Puis tu sais, je pense que certaines personnes le savent, là, la restauration, c'est vraiment pas un milieu facile parce que il y a beaucoup de restaurants qui rouvrent. Puis Laurent, tu me corrigeras sur la statistique, là, mais ça doit être genre, ça se peut-tu un 9 sur 10 qui ferme en 5 ans ou quelque chose du genre? De mémoire, là, c'est autour de 7 sur 10 là, qui se rendent pas à 10 ans. Là. Ça se rend pas à 10 ans. 70% des restaurants qui ouvrent Feront ferment pas au bout de 10 ans. Feront pas 10 ans, exact. Faute d'argent, dans le fond. Faute de plein de choses. Faute d'argent, faute de clients, ça dépend de... Faute des fois, tu sais... Toute la restauration qui est en ville, dans les centres-villes, il y a des modes, là. Il y a des modes, clairement. Il y a des trucs, tu sais, qui à un moment donné, passe-mode, le concept lève plus pour X raisons. Il y a des concepts qui traversent mieux le temps que d'autres. Il y a ces facteurs-là aussi là, à prendre en compte, mais ça fait une statistique au final. Quand tu arrives pour emprunter de l'argent pour un restaurant qui rend ça, c'est un challenge au niveau du financement, c'est sûr. Je pense que, parce que moi, des restaurants que je vois qui ont quand même de la misère, puis je vois que c'est rough, c'est des restaurants qui veulent, tu sais, un peu, tu sais, être à la mode, se réinventer, arriver avec le nouveau concept, tu sais, puis quand on sait que arriver avec une nouvelle affaire, ben, tu sais, c'est une nouvelle affaire, ça va être passager, puis tout ça, puis, tu sais, le fait que tout est dans un restaurant de type familial, c'est quelque chose qui a prouvé que le concept, il marche, c'est grand public, les attentes des clients sont comblées parce que c'est toujours la même affaire. Versus que dans un restaurant, je pense que qui veulent amener ça à un autre niveau, qui veulent avoir un style bien particulier, de toujours maintenir ces standards-là que tu offres à ta clientèle. Ouais. C'est très dur sur l'équipe puis sur tout, là, j'imagine. Tu penses qu'il faut pas nécessairement, mettons, se réinventer au bout de quelques années, que toujours garder la même recette, c'est gagnant? Mais pas que je le pense pas, c'est juste que je pense que c'est très dur pour un restaurateur qui arrive et qui a des très grosses ambitions d'arriver avec un concept. Quelque chose qui est concept. Ouais. Je pense qu'il y a souvent une date de péremption, pour pas faire de mauvais jeu de mots, à un nouveau concept. Mais Laurent, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais je pense que c'est quand même dur à performer là-dedans. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que plus tu t'en vas dans un segment de marché haut de gamme, plus c'est difficile. Parce que les aliments coûtent plus cher.
Et là, tu as une clientèle qui recherche beaucoup plus d'aliments particuliers, genre des aliments frais du marché, des trucs du terroir. Puis ça, c'est des aliments souvent qui sont beaucoup plus touchés. Ça te prend beaucoup de roulement pour pas avoir de perte. Puis les prix fluctuent beaucoup, j'imagine? Mais c'est Les ça. prix fluctuent énormément. Les prix sont chers. Ça rend l'assiette moyenne chère. Puis si tu fais de la perte, ben c'est de la turbo-perte dans le sens où tu perds des aliments qui valent une Faut fortune. que tu t'assures, dans le fond, d'avoir une clientèle qui va toujours être au rendez-vous si t'es dans un style de restauration c'est de haut de gamme. Ben, c'est la T'as base. beaucoup de Quand monde. tu veux démarrer un restaurant, la première étape, avant même de penser à un local, puis ça, c'est un gars qui m'avait expliqué ça quand j'étais allé faire un séminaire avec l'Association des restaurateurs, là, au début, là 6 ans de ça à peu près. Puis ce monsieur-là, je trouvais que ça faisait énormément de sens. Ce qu'il disait, c'est la base, c'est le menu. OK. À cette heure, les comités de financement pour un restaurant veulent voir le menu. T'arrives là, pour présenter, faire ton pitch là, entrepreneurial. La base, c'est le menu. Qu'est-ce que tu vas servir là-dedans? Puis une fois que tu as un menu, il faut que tu t'assures que l'endroit où tu vas vouloir établir ce restaurant-là est un terreau assez fertile pour que tu aies assez de monde pour faire vivre sur ce menu-là. Tu sais, j'entends souvent ça, dire, il n'y en a pas d'autres de ça, ou il n'y en a pas de ça. T'as une raison pourquoi il n'y en a pas d'autres. Ben, c'est ça. Puis souvent, c'est dur à évaluer. Puis souvent, les études de marché coûtent très cher. Fait que souvent, c'est des évaluations très sommaires. Donc, une partie de la prise de risque est là. Mais en même temps, exemple, des restaurants familiaux, il y en a partout. Pourquoi t'as décidé d'investir là-dedans s'il y en a partout? Ben, je suis pas d'accord avec toi qu'il y en a partout. Je sais qu'il y a des grosses chaînes qui sont des restaurants familiaux. Ouais. C'est le Normandin. Mais ils sont quand même établis dans des gros starts de population, si je peux dire. Hein. Ben, pour ma part, les acquisitions qu'on a faites, moi, tous les restaurants que j'ai achetés, à part celui de mes parents, ont tous un dénominateur commun. Ils ont tous 30 ans d'ancienneté. OK. Dans Ils l'endroit ont un où historique. ils sont. Là. Ils ont tous 30 ans d'ancienneté. Donc, c'est toutes des institutions. Tout le monde les connaît, on connaît ça, dont ouais. on en possède un que c'est là où la poutine a été inventée. Donc, Ça, c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. OK, c'est bon. Hey, Je c'est un t'assinerai gros débat, on va pas tomber Je t'assinerai là-dessus. pas. Non, la poutine, ça vient de Drummondville, messieurs. Ouais. Là. OK. C'est pas le monde de Warwick. Là, C'est bon. on cherche, en tout cas dans mon groupe de restauration, à moi, au niveau des acquisitions, on cherche des restaurants qui sont des institutions, qui ont déjà traversé le temps. Pour nous, c'est un indice que si c'est bien administré, puis que ça se renouvelle sans changer le concept de base, au même titre que des grandes franchises, des grandes enseignes, vont se renouveler à l'occasion, vont amener des nouveaux trucs sur le menu sans jamais perdre l'essence de ce qu'ils sont. Ouais. Fait que finalement, c'est comme un peu, toi tu disais pas se réinventer, mais on peut renouveler. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça c'est se réinventer, renouveler, autant visuellement que dans l'assiette, ça fait toujours du bien, là. OK. Pour rester. Puis les grandes enseignes le font, périodiquement aussi. Fait que c'est toujours de. Puis les grands. Nous, dans plusieurs de nos restaurants, on est compétiteurs avec les grandes enseignes. Fait que c'est sûr qu'on regarde ce que les grandes enseignes font comme C'est changement. ça, parce qu'ils le font, il y a probablement une bonne raison Il y a qu'ils le font. Exact. On garde toujours un œil là-dessus. On se benchmark beaucoup. On surveille ça pour jamais être déclassé. Mais c'est sûr que la restauration plus haut de gamme ou plus artisanale, Ouais, où là, tu as un chef propriétaire dans un plus petit local, ouais. où ça repose entièrement sur lui, ben là, tu sais, c'est encore plus... À mon sens, à moi, c'est là où ça devient, là, c'est du travail de funambule, là, parce que là, tu as des matières premières qui coûtent très cher. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, plus ça coûte cher, plus c'est difficile d'avoir un achalandage régulier. Ouais, Les hivers sont longs. Bon, ouais. fait que c'est sûr. Je dis pas que c'est impossible. Tu sais, on en connaît des petites places. Il y en a plein à Québec qui virent très bien, là. Mais il reste que... Mais non, je comprends ce que tu veux dire. C'est Tu sais, plus tough. C'était très C'est- clair. c'est Là. plus Non, tough. ça fait vraiment du C'est sens. plus difficile. Puis si on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises, Laurent, pour un jeune restaurateur, par exemple, quelqu'un qui veut aller en restauration, comment il fait pour débuter, puis bien, tu sais, prendre les bonnes étapes pour être capable de s'enrichir Ouais, en pour pas restauration? s'endetter dès le début. Ben, s'endetter, faire c'est des- une chose, Ouais, mais non, tu sais, je être capable sais. de s'enrichir Ouais, c'est en ça. restauration. Je vais C'est quoi prendre- les steps à prendre? C'est une grosse question. C'est une grosse question. Prends une Prends une gorgée. gorgée. Non, c'est ça, je voulais pas dire s'endetter, mais tu sais, pour pas se planter dès le début. Dans le fond, c'est pour Ouais. ça que je voulais Ben, il dire. faut s'endetter sur les bonnes choses. On va en parler. Pour moi, je l'ai dit tantôt, la première étape, c'est le menu.
Ça prend une idée. Ah ben, c'est la base de toute entreprise, premièrement, pas rien qu'un restaurant. Il faut que ça réponde à un besoin. Ben, excuse, mettons, on parle du besoin, là. Tu dis ça prend un besoin. Est-ce que c'est le besoin d'avoir un restaurant dans un endroit où il manque de restaurant ou c'est le besoin d'amener un type de nourriture dans un restaurant où il n'y aurait pas ce type de nourriture, là? Ben, c'est variable. Autant ça peut être comme nous, à Drummondville, on répond à un besoin qui est un restaurant, mettons, familial, où on peut manger à prix abordable sans se sentir coupable d'être sorti au restaurant, d'avoir un bon lunch. Les restaurants plus haut de gamme vont répondre à un besoin, comme quand je veux sortir ma femme, par exemple, puis je veux faire plaisir à ma femme, tiens, je vais t'amener à tel endroit. Ça répond à un autre type de besoin. C'est vraiment de cibler ça, ce besoin-là. Puis ça peut être aussi, dans un autre cas, géographique, où là, on dit, ben ici, je sens qu'il y a un marché captif, exemple, c'est pas très bien desservi, je pense que je pourrais m'implanter puis desservir mieux ça. Fait que ça, c'est la première étape. Une fois que ça, c'est fait, l'emplacement est crucial. Si possible, on achète la bâtisse. Si c'est pas possible, on se prend à loyer. Mais, puisque le sujet du podcast est comment s'enrichir en restauration, moi, je pense que l'item numéro 1 à l'ordre du jour quand on devient restaurateur à loyer devrait être de racheter la bâtisse. Ah ouais. T'as aucun loyer, toi, en ce moment? Non, moi, j'en ai pas. C'est contre ma religion. OK. Contre la religion. Non, c'est une religion. Dans mon cas, c'est une religion. On m'a offert des trucs, puis dans le coin de Drummond, puis même en s'en allant vers Saint-Hyacinthe, où il y avait du loyer. Puis c'était des... Si tu éliminais la variable loyer, c'était des très beaux deals, mais j'en voulais pas. Puis je l'ai déjà été une fois. J'avais une station-service. Ça a duré 2 ans. Ça a été une très bonne école. Mais ça a été décidé après ça. Là, que... Parce qu'au bout de la ligne, ça te coûte plus cher. Ben, à cause du loyer, c'est pas assez rentable. Tu crées pas d'actifs. C'est parce que tu crées pas de valeur. Alors, si tu as un restaurant qui est à loyer, ce qui est pas mal, là, je veux dire, moi, c'est contre ma religion, mais c'est pas mal. Ce qui est important, c'est qu'une fois que tu es à loyer, puis là, tu regardes tes revenus à la fin de l'année, une bonne partie de tes revenus là, nets devrait servir à mettre des épargnes de côté pour acheter la bâtisse où tu te trouves, pour créer de la valeur, te créer de l'équité. Puis si c'est pas possible, ce qui peut arriver, mais je pense que c'est important, dans ce cas-là, de trouver d'autres avenues, comme soit l'immobilier commercial ailleurs ou l'immobilier résidentiel locatif ailleurs. Parle-nous de l'équité, Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équité, dans une bâtisse? Bonne question. Ben, en fait, c'est la différence, c'est que quand tu payes du loyer, cet argent-là, moi, ce qui me déplaît, c'est que tu la revois jamais. Tandis que quand tu es propriétaire de ta bâtisse, tu fais un paiement sur une bâtisse, mais c'est comme si tu mettais de l'argent en banque. Parce que s'il arrive un coup dur après ça, tu peux prendre une entente avec ta banque puis décaisser cet argent-là, soit pour passer à travers un coup dur, soit pour faire une acquisition. Donc, tu peux mettre cet argent-là en garantie pour faire une acquisition, ce que tu peux pas faire avec du loyer, finalement. Fait que c'est important que de pas partir en peur. Si quelqu'un se part un restaurant, puis ça, je l'ai vu, tu sais, quelqu'un se décolle un restaurant, là, ça marche, au fond. OK? Ça boum, là. Puis ça fait de l'argent, là. La ligne d'en bas est super belle. L'erreur qui est souvent faite, c'est de dire, ben, mon Dieu, je vais me prendre 150 000 de salaire, puis je suis en business. Moi, là, ça marche, mes affaires. Un an après, par contre, c'est plus le même boom aussi. Ben, moi, personnellement, puis j'ai pas honte de le dire, là, je me prends pas un énorme salaire là, dans mes compagnies. J'étais quelqu'un qui se salarie, qui laisse le plus de fric possible dans l'entreprise pour des acquisitions, puis pour prendre justement de l'équité partout. Fait que c'est ça. C'est que si c'est pas possible avec le loyer, ça se peut là, que le loyer que tu as choisi, c'est le meilleur emplacement pour ton restaurant. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'il faut que ça se passe. Puis le gars qui a la bâtisse, il est pas à vendre. Bon, ça se peut. Maintenant, il est pas à vendre. Dans 5 ans, on sait pas. Fait possible de signer une option, peut-être. Option soit une d'achat. option où tu mets de l'argent à banque, soit au niveau de l'épargne, mais tu sais, l'épargne, le rendement, il est Ouais. Puis tu sais, sans aller à la bourse non plus, je pense que d'essayer de se trouver un projet d'équité, soit dans un Bloc-appartement, par bloc exemple. appartement ou un immobilier. Une maison. Une maison louée, n'importe quoi qui prend de la valeur. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est que mettons, t'achètes un bloc appartement. Ben là, tu prends, mettons, une partie de ton net, tu mets ça en mise de fonds, t'achètes un bloc. Là, ton bloc, tu sais, t'en as juste un, c'est pas tant d'ouvrage que ça, t'es capable d'avoir ton resto en même temps. Mais lui, non, si t'as fait tes devoirs comme il faut dans ton acquisition, il est rentable.
Donc, il fait de l'argent. Peut-être pas énormément, mais il fait une coupe de Tu payes mille. tout seul. Il se paye tout seul. L'équité se crée. L'équité se crée. Les logements rentrent, ton équité monte, tu rembourses. Et puis tu fais une coupe de mille de profit par année. Puis, en plus, au niveau de la valeur finançable, tu prends 5-6% de valeur par année. Parce que quand tu arrives pour prendre cette équité-là, mettons 3-4 ans, mettons 5 ans plus tard, le monsieur de la bâtisse vient de voir, il dit, finalement, je serai à la banque. OK. Là, tu t'en vas voir ta banque. Tu dis, OK, ça fait 5 ans, je paye mon duplex. Puis là, tu fais réévaluer. Tu as pris tant de valeur, c'est 70% d'habitude de la valeur qui est refinançable. Ben là, tu as 70% de la nouvelle valeur, 5 ans après, par rapport à ce que tu as de remboursé. Puis tu as une mise de fonds pour acheter ta bâtisse. Pour moi, c'est la seule façon parce qu'à la base, un restaurant, c'est pas une entreprise qui crée de la valeur. C'est pas le problème. Pourquoi c'est pas une entreprise qui crée de la valeur? Ben parce que surtout à loyer comme ça rapporte ça rapporte du cash flow. Ouais. Mais après ça, C'est parce qu'il faut que tu travailles pour ce cash flow-là. faut que tu le mettes à l'ouvrage. Sinon, Ouais. si tu fais juste le dépenser, tu te ramasses 10 ans après à avoir dépensé ta ligne d'en bas, mettons. Mais au niveau de ta valeur, ton bilan personnel, si tu n'as pas pris les décisions, on parle de s'enrichir, ben tu vaux rien de plus. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les gars achètent des restaurants, s'endettent sur des améliorations locatives. Mettre du super beau mobilier. Qui se revendent pas, Ouais. qui valent Qui se rien. déprécie en plus. Ou sur du fonds de commerce, là, mettons un fonds de commerce de franchise, ou quelqu'un achète un restaurant qui vire déjà à loyer. Bon, paye ça 400 000 le restaurant, il achète de l'air. Il achète un achalandage. Il achète un achalandage de 300-400 000 dans un loyer. À part les équipements qui valent rien si jamais tu fais faillite, ça ne crée pas d'équité. Fait qu'il faut trouver une façon de prendre une partie des revenus nets puis de les placer soit dans moi, c'est l'immobilier qui est mon moteur, mais ça peut être d'autres choses aussi. Mais où tu peux prendre de l'équité pour être capable de finir par acheter ta bâtisse ou à tout le moins avoir de l'équité à des places que s'il arrive des coups durs, Tu peux aller chercher cet argent-là. Parce que c'est toute la différence du monde. Quand tu possèdes ta bâtisse et qu'il arrive un coup dur. Qu'est-ce que tu veux dire un coup dur, là? Ça peut être n'importe quoi, là. L'achalandage descend, l'économie plante. Okay. Ça peut être bien des choses, un coup dur. Mais quand ça arrive, c'est important. Si tu es à loyer, tu vas aller voir ton locataire, tu vas dire, écoute, mon achalandage a baissé de 50, 60, 70%, j'arrive plus, peux-tu m'attendre? Le locataire, lui, va te dire non, là. Si t'es propriétaire de ta bâtisse, puis tu fais des paiements, il arrive un coup dur, ton achalandage baisse, 50, 60, 70%, tu vas voir ta banque, tu dis, écoutez, c'est rough, là. Est-ce que vous pouvez m'attendre 6 mois de moratoire? Je vais payer l'intérêt, puis on retarde le capital. Si ton crédit est bon, puis que la business est bien menée, ils vont dire oui. C'est toute la différence du monde. C'est comme ça. Puis au final, c'est comme ça. Si tu fais 20, 25, 30 ans dans la restauration, ben si tu veux qu'il te reste quelque chose à revendre au bout de la ligne ou à laisser à une relève, ben c'est important de faire les moves qu'il faut. Tu parlais de que tu te donnes pas nécessairement un gros salaire là, tantôt. C'est une sorte de sacrifice, ça, dans le fond. Il y a des gens qui font pas ce sacrifice-là en tant que tel. Puis c'est pour ça qu'ils réussissent pas au bout de la ligne à s'enrichir. Ben, je sais pas, il y a tellement de facteurs. Moi, je suis pas meilleur que personne. Là. C'est juste une philosophie un petit peu plus frugale, peut-être, de dire, ben... C'est quelqu'un qui est sérieux dans son entrepreneuriat. C'est pas... Dans le sens que, tu sais, je veux pas parler pour toi, mais de ce que j'entends, tu sais, c'est quelqu'un qui a un plan de croissance qui est clair, il va faire d'autres acquisitions, il va être capable d'avoir les moyens de ses ambitions d'acheter d'autres restaurants. Fait que s'il se verse 150 000 de salaire, puis qu'il part 4 fois par année dans le sud, puis brûle 25 000 $ là-dedans, ben c'est de l'argent qu'il n'y a pas pour faire d'autres choses. Mais tu sais, on voit clairement que c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait, qui a un plan, il sait où ce qu'il s'en va, il sait comment s'enrichir, puis il met le plan exécution. Puis c'est sûr que si tu verses un gros salaire, ben c'est de l'argent de moins que Ben, t'as tu pour perds faire de rouler l'argent, ton bateau. Là. Ben, c'est sûr que moi, je suis le genre de gars, ça va faire bizarre à dire, là, mais l'argent, ça m'excite pas tant que ça. Tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre. J'ai des bebelles, OK? J'ai 2 bicycles à gaz, tu sais, bon, j'ai des bebelles. Là. Mais une fois ça dit, tu sais, moi, je carbure plus à l'accomplissement
à la réalisation. Pour moi, posséder des bâtisses, ça m'excite, plus que regarder un solde de compte de banque ou flasher beaucoup, tu sais. Mais ça, c'est moi. Mais dans tous les cas, c'est certain que pour faire de la croissance, tu sais, à un moment donné, ça prend du capital. C'est ça, c'est du gaz dans le char. C'est du gaz. Fait que pour faire un petit résumé là, de ce que Laurent a dit puis de ce que j'ai entendu, c'est que, tu sais, un restaurant, c'est une place où il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui dépensent de l'argent, mais cet argent-là, à la fin de la journée, elle va pas s'accumuler sur une valeur. C'est qu'après ça, il faut que tu fasses quelque chose avec cet argent-là. Fait que si tu vas la cristalliser dans un actif, par exemple, dans une maison, dans n'importe quoi qui a de la brique puis du ciment qui va probablement prendre de la valeur, ben c'est qu'au moins l'argent que tu fais, ben t'en perds pas. Tu vas simplement l'accumuler. Puis l'actif, au fil des années, va s'apprécier avec le temps, donc va monter de valeur. Fait que tu sais, dans sa recette à lui, Laurent, c'est de prendre cet argent-là, pas s'exciter avec, puis faire des folles dépenses, des fois qu'on entend dans certains restaurants où c'est l'argent à fuir par les murs. Lui, il la cristallise, il la met dans un actif. Parce que la restauration, il y a une particularité bien propre à ce domaine-là, qui est à la fois quelque chose de le fun, mais qui est très grisaille. Et en même temps, c'est que comparément à d'autres entreprises, le cash flow est soutenu. Il est toujours là. Tu sais, on n'a pas de compte 30, 60, 90 jours comme dans des comptes. On arrive, ils payent leur assiette, tu as déjà l'argent dans ton compte. J'ai des amis qui ont des compagnies de construction qui ont des comptes de 60, 80 000 piastres passés dans le 120 jours. Tu sais, un restaurant, il y a ça de bien. Tu sais, l'argent, elle rentre, là, elle revient rapidement, là. Tu sais, t'achètes un inventaire, puis la semaine d'après, normalement, tu sais, l'argent est revenu, là. Quand ça va bien, on pense pas que ça va aller mal. Fait que là, l'argent rentre. C'est quoi les principales erreurs que les gens font, justement, à cause de ça? Ben, la principale erreur, c'est selon moi, là, en toute humilité, là, je suis pas meilleur que personne, là. Selon moi, une erreur qui est fréquente, c'est de se verser trop de salaire. Puis c'est facile aussi de tomber là-dedans en restauration, parce qu'on travaille 7 jours par semaine. Fait que c'est facile de dire, ben moi, je travaille comme un malade, puis je me paye en conséquence. C'est facile de tomber dans ce discours. Un propriétaire d'un restaurant, quasiment tout le temps, travaille 7 jours semaine. Tu sais, je veux dire, si tu veux que ça fonctionne, t'enrichir là-dedans, t'as pas le choix. C'est beaucoup de travail. C'est ça. Ben, c'est parce que tu comptes tes heures. Ben, c'est parce que la restauration, là, premièrement, il y a une bonne partie des restaurateurs qui sont des chefs opérateurs, là. Ce qui est pas mon cas, par ailleurs. Mais je pense que c'est un peu comme une ferme, dans le sens où faut que tu y vois de proche parce que t'échappes ton profit rapidement dans de la perte, dans des erreurs de cost. Tu sais, dans le sens, toi, t'es le président de ton restaurant, là, tu fais un menu. Puis là, tu dis, ben ça, mettons, mon riz au poulet, tiens, il va dans tel format, il pèse tant, il y a tant de poulet dedans, il y a tant de trucs, ça me coûte au cost tant, je le vends tant. Bon, ça, c'est très bien, là. Mais si t'es pas dans ton restaurant une fois de temps en temps pour surveiller ce qui se passe, là, puis là, tu te rends compte en venant que, whoop, il y a une croquette de poulet de plus. Il y a trop de stock là-dedans ou ils le font pas comme le monde. Ça vient que ça coûte cher. Là, tu te rends compte, whoop, ça fait 2 mois qu'on vend ça à perte. Ça peut aller vite, là. Je me posais ça comme question. Exemple, toi, t'as un restaurant. Est-ce que tu manges tout le temps à ton restaurant ou t'évites de faire ça pour justement pour payes-tu tes factures dans ton restaurant? Où j'ai des associés, oui. En fait, partout sauf au restaurant familial de mes parents. OK. Ou là, t'es chez vous. Ouais, là, c'est à la maison pas mal. Ouais. Là, c'est pas mal à la maison. Mais tu sais, de ce que tu dis, il y a dit de quoi de vraiment intéressant, c'est que, tu sais, quand t'es procéduré, tes affaires sont pesées, ça reste que c'est de l'argent que tu mets dans une assiette. Fait que si, je sais pas moi, pas en termes de grammes, je suis pas très bon, mais mettons 500 grammes de quelque chose, tu mets 100 grammes de plus, ou ton chef met 100 grammes de plus parce que il est viré sous ce style-là, mettons. Là. Ben, tu sais, ça reste que si c'est 20% de plus qu'il met dans l'assiette, ben, à la fin de l'année, ton food cost va être 20% de plus. Mais oui. Ça fait toute la différence. C'est des petits détails qui, au bout de la ligne, c'est hyper gros. C'est ça qui disait que l'argent est facile à perdre. C'est sûr que le food cost, on le surveille mensuellement. T'sais, à la fermeture du mois, normalement, quand t'es moindrement à tes affaires, à la fermeture du mois, tu regardes staff cost, food cost. Parce que dans un restaurant, l'argent est à 2 places, dans le salaire puis dans la bouffe, là. C'est les 2 postes de dépenses, là. La transformation, la matière première puis le coût de transformation, finalement, qui est le salaire des employés. Puis c'est des ratios à respecter, là. Comme normalement, le food cost. Puis là, c'est sûr que il y a des gabarits, mais ça dépend. T'sais, comme dans le haut de gamme, tu peux aller plus proche du 35-40. En bouffe. En food cost.
Mais par contre, tu vends des bouteilles de vin à un prix, tu sais, C'est ça. qui font que tu finis par... Tu parles 35-40, excuse, j'ai comme 35-40 $. 35-40% des ventes avant taxes. OK. Fait que c'est une assiette que tu vends 10$, il y a 3 à 4$ Fait que si tu de vends valeur 100 de 000 bouffe. Ok. avant taxes dans ton mois, normalement, pour un restaurant, en tout cas de mon type, là, tu devrais être en bas de 35 000 d'achat de matières premières. Fait qu'il y a un travail de surveiller les formats, les portions. Il y a un travail de surveiller l'inventaire. Parce que ton cash flow, ça donne rien de te geler de l'inventaire en fou pendant... Ouais. Tu sais, si tes frigidaires débordent, là, c'est de l'argent qui dort là pour rien. Puis de surveiller tes pertes. Parce que, tu sais, je veux dire, si t'es seté pour faire, je sais pas, moi, 20 000 de profit, mais que t'as acheté 20 000 piastres de stock en over-inventaire, ben, T'as pas fait d'argent tu à fais faire. zéro. C'est ça. Tu sais, fait que c'est important, il faut surveiller ça. Fait que c'est une entreprise comme bien d'autres entreprises, comme une ferme ou même une usine. Faut veiller au grain pas mal. C'est juste que ton usine, elle vire les soirs puis les fins de semaine. C'est pour ça que ça prend du temps, hein? C'est ça, c'est parce que c'est une business de soir et de fin de semaine. C'est ça. Puis si tu veux veiller au grain, puis être là, puis t'occuper de tes affaires, ben faut que tu sois là sur ces heures-là. Ben, c'est ça, c'est bien Parce que s'entourer aussi. je suis pas omniscient, là. On Ouais. a 4 restos, je suis pas à 4 places en même temps. Ouais. Mais je fais le tour pas mal. Puis mon équipe autour de moi, mes gestionnaires savent à quoi je m'attends. C'est bien s'entourer aussi, parce que, exemple, à mon âge, je veux me partir un restaurant, j'ai pas les connaissances pour le faire tout seul. Là. Je pense que de bien s'entourer, peut-être aussi d'avoir Un mentor, peut-être. un mentor, un associé, c'est quelque chose qui est important ou... Oui. Premièrement, pour faire un produit de qualité, si t'es pas chef cuisinier, il faut que tu t'en Faut s'en trouver un bon. T'en trouves un. Moi, personnellement, il y a plusieurs types de chefs cuisiniers. Là. T'en es-tu un? Non. Mais Mais- t'es-tu correct en bouffe? Tu vas te faire un Correct. déjeuner, mettons, le Oui, dimanche. oui, Ouais, oui, ok. oui. Ok. Quand même correct, là, mais Ok. je suis pas un chef. Ce que je suggère, moi, à ceux qui se partent là-dedans, là, le piège à éviter, là. Mettons un gars comme toi. Ouais. Tu dis, moi, je suis pas cuisinier, mais je veux avoir un restaurant. Mhm. Je pense que c'est important de travailler avec ton chef cuisinier. Il faut que tu possèdes tes recettes. C'est très important. Parce que là, imagine, tu te pars à un restaurant, puis là, ça, je l'ai vu, là, c'est un piège, là. Là, toi, tu dis, ben moi, je m'occupe de la comptabilité, je vais faire les payes, je vais faire les horaires, je vais m'occuper du marketing, je vais faire, tu sais. Puis le chef, il dit, laisse-moi la bouffe, tu sais, je m'occupe de ça, fais-toi-en pas. Parfait. Je te vois venir. Là. Puis là, ça va bien, là. Puis là, le chef dit, Bye bye. si tu me fais pas tel truc ou s'il y a pas de, je m'en vais. Puis là, ben, c'est, tu sais, la cuisine, c'est l'âme d'un restaurant, là, je veux dire, tu sais. Ça part de là. Fait que, puis là, tu sais, il dit, puis il s'en va avec ses recettes, là, qu'est-ce que tu veux faire, là, tu sais, je veux dire. C'est important. Ouais, y de a-t-il une propriété posséder. intellectuelle sur les recettes? Non. Ou c'est juste parce qu'il amène le cartable vert avec lui? Ben, pas mal ça. Tu sais, Ok, fait que c'est ok. important de, à tout le moins, de posséder un peu ses recettes pour être capable de si, tu sais, si c'est ton restaurant à toi, Ouais. puis tu t'es engagé un chef, ben, de posséder tes recettes pour être capable, Les après avoir de ça, ton bord. de, tu sais, si tu part ways avec ton chef, d'être capable de continuer, finalement, ton entreprise. T'engages un cuisinier, puis tu dis, regarde, refais ces recettes-là, puis continue à virer. Ouais, c'est là. clair. Être- Puis pas être d'être en dépendant mesure du aussi chef. de, tu sais, oui, il y a le chef cuisinier, mais d'avoir les méthodes, d'avoir les connaissances pour bien gérer ton argent, c'est une chose aussi. Là. Je pense que c'est ça qui est important également. Ben ça, c'est quand l'argent arrive, on fait quoi avec? Ouais. Puis savoir bien gager la valve de, comme il dit, tu sais, si t'as trop acheté, ben à la fin du mois, ben il te reste plus d'argent parce que t'as stocké de l'inventaire. Mais c'est capable de te dégager un profit, de pas partir en peur, de pas la boire au complet, puis de la mettre à une place intelligente pour qu'elle puisse s'accumuler, puis au fil de quelques années, ben t'as quelque chose qui vale quelque chose. Absolument. Écoute, très pertinent encore une fois. Est-ce que vous vouliez renchérir sur peut-être quelque chose ou vous considérez qu'on a fait pas mal de tour? Ben écoute, je pense que Laurent nous a expliqué exactement une des recettes gagnantes qui marche en restauration pour s'enrichir, qui est de prendre l'argent, la mettre dans des actifs pour un jour s'assurer que s'il arrive une bad luck, être capable de récupérer cet argent-là, passer à travers la crise, ou bien de réinvestir, ou bien de, à la fin de sa carrière, être capable de liquider, puis avoir une belle retraite, puis avoir un beau patrimoine. Et voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que vous avez une partie de la recette gagnante pour justement s'enrichir en restauration. On se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao!